Et donc, le prochain orateur est Philippe Glaser qui va nous parler de Aberomix, en fait, du projet Aberomix. Donc, merci Sylvie. Donc justement, ce point-là, ça faisait une sorte de transition. Donc, ce projet donc, est parti d'un constat de départ, c'est que il y a de plus en plus de production de données génomiques et métagénomiques. On va se focaliser là sur les données génomiques. Donc, que ce soit pour la surveillance ou pour la recherche, mais par exemple dans le cas de la surveillance, ça peut être des petits projets où on va séquencer quelques souches dans une unité de soins intensifs ou des séquençages plus massifs de surveillance. Et donc, tous ces génomes sont étudiés avec des outils de manière relativement hétérogène. Et également, un certain nombre de ces données ne sont pas publiées, ne sont pas envoyées dans les bases de données, vont rester dans des disques durs un certain temps et ensuite vont disparaître. Donc, il y a une perte d'informations et il y a un surcoût parce que chacun développe ses pipelines ou recrute un bioinformaticien. Et donc, l'idée, c'était de fédérer un peu tout ça. Et donc, sur la base de ce constat, on a fait un certain nombre d'objectifs, défini un certain nombre d'objectifs pour Abromix. Donc, le premier, c'était d'assurer la pérennité et le stockage et le partage des données de génomique. Le deuxième objectif, c'était de simplifier les analyses et de les standardiser, donc avec des pipelines qui soient définis et donc qui vont être reproductibles dans le temps, que ce soit utilisable par des non-bioinformaticiens, mais également par des spécialistes de bioinformatique qui pourront développer de nouvelles méthodes qui pourront être implémentées dans la base de données, comme on va le voir. Et un point là qu'a mentionné Johan, c'était l'aspect interopérable, et notamment avec l'entrepôt de données Promise. Et donc ça, ce sera un point important pour l'avenir, c'est d'assurer ce lien. En effet, l'entrepôt de Promise n'est pas destiné à stocker des données génomiques, mais des données plutôt sur, comme l'a dit Johan, des données de résistance aux antibiotiques avec différents types de métriques. Et donc c'est tout à fait complémentaire. Par rapport à d'autres outils qui peuvent exister dans ce domaine-là, on est relativement ambitieux, peut-être un peu trop, ça c'est une question à discuter, mais avec un aspect donc de pouvoir faire des requêtes multicritères. Et donc j'ai mentionné la soumission dans les bases de données. Donc dans cette optique Open Science, l'idée c'est de permettre aussi une transmission automatique des données vers les bases de données de type MBL par exemple. Donc c'est à partir de ces objectifs, quels sont les entre guillemets, clients potentiels d'Abromix. Ce sont donc les laboratoires de microbiologie, donc microbiologie clinique dans le domaine humain, animal, et également les laboratoires qui travaillent dans la question de la qualité de l'environnement. Je trouve ça un peu surprenant, la santé de l'environnement, mais bon. Et donc il y a des aspects donc, de la question de santé publique et comment utiliser ces données génomiques dans la surveillance. Par exemple, si on prend le cas des CNR qui sont focalisés sur les bactéries résistantes, dans le cadre de Abromix, il y aura le stockage de données sur des souches qui sont résistantes et des souches sensibles. Donc ça permet d'avoir un échantillonnage plus large et donc de contextualiser des données de CNR. Dans le cadre des laboratoires de recherche, ça permet finalement de partager les données, par exemple, au niveau de consortium. Et typiquement, dans le cadre de la rédaction des fameux plans de gestion des données, ce sera un outil qui sera très utile. Et un point qui est important, c'est que les séquences sont agnostiques, les bactéries ne savent pas d'où elles viennent exactement, et donc typiquement, c'est sans frontière entre les souches qui sont d'origine humaine, animale ou environnementale. Alors, donc le consortium Abromix est constitué de 43 équipes, donc je vois qu'il y en avait une de plus que dans Promis, c'est ça. Et donc, ce sont des laboratoires de microbiologie, donc d'origine très très diverses. Bien entendu, il y a des équipes en termes de bioinformatique, que ce soit des équipes plutôt d'ingénierie et des équipes de recherche et développement. Et c'est ces équipes-là qui développent la base de données avec un rôle très important de l'Institut français de bioinformatique. Et on coordonne ce projet en binôme avec Claudine Médigue, qui est bioinformaticienne
et aussi qui a beaucoup travaillé sur les bases de données bactériennes et qui est donc à l'IFB. Et donc ce projet a été, cette plateforme est développée par des bioinformaticiens juniors qui sont encadrés par des bioinformaticiens plus seniors. Je vous ai mentionné notamment Fabien Mareuil et Gildas Corguier qui ont un rôle très important dans le développement de la base de données. Donc un certain nombre de ces ingénieurs ont quitté le projet à la fin de leur contrat et sont remplacés par d'autres ingénieurs. Et donc on a une équipe qui marche de manière très, très efficace, je dois dire. Donc le projet est organisé sous forme de 6 work packages, et donc 4 sont directement liés au développement de la base de données. Donc le premier work package, c'est un work package plutôt informatique, en termes d'architecture d'ordinateur, pour finalement réaliser, stocker les données et réaliser toutes les analyses. Et donc, comme vous pouvez imaginer, il faut une puissance de calcul relativement importante, d'où l'importance aussi de l'IFB et des infrastructures informatiques auxquelles l'Institut a accès. Le Work Package 2 concerne la construction de la base de données et surtout le développement de pipelines qui vont analyser ces données. Le Work Package 3 est un Work Package plutôt recherche, avec le développement de nouvelles méthodes d'intégration des données et de modélisation. Et finalement, le Work Package 4 est un Work Package de cas d'usage, qui sont des cas finalement pratiques, qui sont listés ici, qui permettent finalement de développer une plateforme qui va être directement en lien avec des applications pratiques, pour essayer de ne pas être hors sol et vraiment d'être très pratique. Et donc, par exemple, le premier use case concerne les bactéries qui sont multirésistantes, qui vont disséminer à l'intérieur et entre les hôpitaux. Et le deuxième work package concerne Acinetobacter, donc c'est coordonné par Xavier Charpentier à Lyon, sur des souches, donc un séquençage massif de souches qui sont d'origine animale, environnementale et humaine, pour les comparer et donc pour les stocker dans Abromix. Donc pour conclure, je vais faire une petite, pas une démonstration, mais juste un point, c'est sur les espèces. J'ai remarqué que j'avais oublié Salmonella ici, dans les espèces qui sont intéressantes. Et donc, la base de données, elle, n'est plutôt, entre guillemets, à nouveau agnostique par rapport à l'espèce. N'importe quelle espèce peut être introduite dans la base de données, mais on n'aura pas le même degré et la finesse d'analyse pour les différentes espèces. Par exemple, les gènes de résistance concernent toutes les espèces. Il n'y a pas de frontières dans les bases de données. Par contre, les mutations qui peuvent entraîner la résistance aux antibiotiques ne sont connues ou ne sont stockées dans des bases de données que pour un nombre limité d'espèces. C'est aussi un peu la même chose pour les facteurs de virulence. Et donc, il y a des aspects qui sont espèces spécifiques. Le schéma de corps génome MLST, par exemple, n'existe que pour certaines espèces. Alors, donc, comment ça se passe dans Abromix? Donc, pour l'instant, on a une version qui est uniquement utilisée à l'intérieur du consortium, à la fin de la tester, de la faire progresser, de la faire... Et donc, la première étape, c'est de s'inscrire. Donc, on donne quelques informations. Et la question, il y a toujours une question, c'est entre l'ouverture d'un côté, la sécurité d'autre part, et puis la confiance qu'on peut avoir dans qui va avoir accès aux données. Donc, pour le moment, peut créer un compte quelqu'un qui a une adresse email d'un domaine qui est référencé dans la base de données. Par exemple, ça peut être CNRS, INRA, Institut Pasteur, INSERM. Mais il y a la possibilité d'ajouter de nouveaux domaines ou la possibilité d'ajouter une adresse email spécifique. Par exemple, dans le cas où on a un consortium qui va associer des équipes françaises avec des équipes à l'étranger. Donc il y a cette possibilité d'ouverture. Donc ensuite, un point très important dans Abromix, c'est la notion de projet. C'est-à-dire qu'on va déposer dans la base de données des séquences, donc les fichiers FASTQ, avec des informations, et ces séquences vont être regroupées sous forme d'un projet, et à un projet va être associé des personnes qui vont avoir accès à ces données. Donc quand on crée un projet, ensuite on peut associer des partenaires, et ces partenaires, voilà, donc on parle d'une mail, et ces partenaires vont avoir différents droits. Donc il y a eu toute une réflexion sur quels sont les droits. Donc celui qui a créé le projet donc, a tous les droits. Et ensuite, il y a d'autres personnes qui vont, par exemple, avoir accès à la visualisation des données ou vont avoir accès pour faire tourner des analyses, mais n'auront pas le droit de déposer de nouvelles séquences. Donc les droits sont variables. Alors,
donc une fois qu'on va déposer des séquences, donc on peut déposer les séquences une par une en mettant des informations qui correspondent essentiellement aux données qui sont requises pour le dépôt dans les bases de données internationales. Ce qui fait que ça garantit la possibilité dans l'avenir d'avoir une transmission automatique vers ces bases de données. Alors on peut déposer ça soit sous forme, ce qui est assez classique, soit sous forme manuelle, soit sous forme d'un fichier Excel qui est pré-tabulé, ou je sais pas, avec des données qui sont préformatées, et qui permet d'avoir une entrée des données sans erreur. Et donc, une fois qu'on a importé ces données, on peut importer l'ensemble des fichiers FASTQ, et ensuite on lance les analyses, et au bout d'un certain temps, on va obtenir un rapport qui correspond aux résultats de ces analyses. Donc là où on en est actuellement, on a des données, bon, si je reprends par la fin, on va avoir des données sur la qualité de l'assemblage, donc des données de métriques, par exemple la taille totale des contigues ou le nombre de contigues, la possibilité, une analyse des contaminations et une analyse aussi d'identification de l'espèce. Donc si l'espèce n'est pas celle qui était annoncée, il y aura un message d'erreur et la séquence va être refusée. Donc il y a une question qu'on s'est posée, qu'on n'a pas encore résolue, c'est quel est le seuil sur la qualité pour accepter les données ou pour les mettre dans une sorte de base de données B pour lequel on aura des données qui seront tout de même stockées mais qui ne seront pas dans la base de données. Donc ça, c'est une question. Donc sinon, on a le typage MLST. On travaille sur le corps génome MLST, qui est quelque chose de très important pour comparer des isolats, par exemple pour identifier des phénomènes d'épidémie. Mais une difficulté, c'est de synchroniser avec les bases de données internationales de référence pour ces espèces. Ensuite, il y a l'identification des gènes de résistance, des plasmides. Et donc là, vous avez un exemple ici où vous avez les données sur les gènes de résistance avec le contigue sur lequel on le trouve, l'antibiotique qui est théoriquement ciblé et des informations sur le pourcentage d'identité. Donc ça, pour le moment, c'est un fichier PDF, mais donc ces données sont rentrées dans la base de données et l'idée, c'est ensuite de pouvoir faire des requêtes, par exemple, rechercher toutes les souches qui auraient ce gène OXA48, par exemple, qu'on a dans notre collection. Donc, sans rentrer trop dans les détails, mais il y a des problèmes qui sont les problèmes de la sécurité informatique, pour lesquels qui a demandé beaucoup de travail. Un autre problème, c'est comment partager les données entre les utilisateurs. En effet, les personnes qui déposent des données sont propriétaires de leurs données. Elles restent propriétaires tant qu'elles ne les ont pas rendues publiques et qu'elles ne sont pas parties vers l'ENA, par exemple. Mais on veut avoir aussi une possibilité d'avoir une information sur ces séquences pour pouvoir partager. Et par exemple, pour que par exemple dans le cadre de microbiologistes cliniques qui travaillent sur des bactéries animales, puissent observer qu'il y a des bactéries humaines qui sont très proches, basées sur le corps génome MLST, par exemple. Donc ça, c'est toute une problématique qui est à la fois informatique dans la conception de la base de données, mais aussi, je dirais, un peu psychologique, comment avoir une charte d'utilisateurs qui soit acceptable par tout le monde ou par la majorité et qui permette finalement de partager des informations pour mettre en réseau et pour assurer des interactions entre des personnes qui normalement ne sont pas en contact, typiquement des personnes qui travaillent sur l'homme, l'environnement ou l'animal, ou plutôt des secteurs très cliniques et des secteurs recherche, et donc de mettre en contact les gens. Voilà. Donc voilà où on en est. Et donc on a un site web donc, qui apporte des informations sur Abromix. Et on espère que cet été, on va pouvoir ouvrir la base de données, qui sera peut-être encore à l'état pilote, mais pour l'ouvrir plus largement et pour avoir un retour sur cette base de données qui soit au-delà du consortium et d'un certain nombre d'utilisateurs bêta qui sont en dehors du consortium, mais qui ont des points de vue complémentaires, notamment par exemple une équipe en Guadeloupe, pour voir est-ce qu'il y a une spécificité dans la façon de travailler dans l'outre-mer. Voilà, et merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Oui, Philippe, et puis je crois qu'il y en avait une derrière aussi. Les mécanismes de résistance aux antibiotiques ne sont pas toujours tous connus. Et s'il y a un nouveau mécanisme qui apparaît, comment vous l'intégrez dans votre base de données?
Alors, donc si par exemple, mettons un nouveau gène, par exemple là, si on prend le cas de MCR, quand MCR a été connu, effectivement, on va refaire tourner les analyses de manière systématique, hein, d'une part, et donc ça, mais d'autre part, l'intérêt, c'est effectivement pour un retour rétrospectif, par exemple, de se dire, est-ce que finalement, en France, est-ce que ce gène circulait déjà? Et donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des PCR pour essayer de regarder dans leurs souches. Mais si on a un nouveau gène qui apparaît très rapidement, on pourrait avoir des souches pour lesquelles il n'y avait pas de gène de résistance connu, et on retrouvera ce gène même, et pas de phénotype correspondant, mais on retrouverait ce gène qui serait présent dans les séquences. Donc, mais c'est effectivement une question qui est très, très intéressante. Après, le point, c'est que par rapport à la donnée initiale, comment ce sera présenté? Est-ce que ce sera présenté comme une donnée supplémentaire? Ou est-ce que parce que on peut se dire que l'analyse a été faite un jour et les gens qui ont publié, par exemple, se sont basés sur cette analyse-là. Et comment gérer le fait qu'on a une nouvelle version avec des nouveaux gènes? Donc c'est une petite difficulté qu'on n'a pas encore résolue. C'est plus facile de faire retourner sur les... Par exemple, si on a... je ne sais pas, mettons 100 000 génomes et qu'on recherche un gène dans 100 000 génomes, c'est très rapide à faire tourner. Mais par contre, ou même 10 gènes, mais par contre, ensuite, comment on va le gérer d'un point de vue de l'information et un peu de... C'est une question plutôt un peu, je ne dirais pas philosophique, mais un peu de cet ordre-là, quoi. Oui. Oui, alors donc là, pour l'instant, c'est aussi en développement, hein, ça c'est pas très compliqué. Je crois qu'il y a des contraintes en fait, comme c'est espèce dépendante, il y avait une contrainte informatique qui faisait qu'on n'a pas pu le mettre dans la version actuelle, mais typiquement, donc on ne fait rien de très innovant, hein, on va rechercher les résistances en fluoroquinolone, l'inactivation des porines, des choses comme ça, et ce sera mis dans le reporting. Mais il y avait par exemple dans le cas des mutations sur les GRA et Parcé, c'est bien décrit dans les bases de données que pour certaines espèces, et du coup ça faisait planter le système, quoi. J'ai une autre question pour les plasmides, vous vous basez sur quoi pour le plasmide, c'est pour l'instant, alors on a, donc l'ingénieur avait des idées très ambitieuses là-dessus. Pour l'instant, on s'est limité aux recherches des zinc et des plasmides dans Plasmid Finder, c'est relativement limité. Merci beaucoup.